Elle était invisible. Pour son ex-mari, Stéphane Dubois, Manon n'était qu'un fantôme dans un cardigan beige, une relique d'une vie qu'il avait améliorée. Il se tenait dans le luxe stérile du salon de l'aéroport privé, se moquant d'elle. Il raillait son échec, son existence discrète. Il avait la nouvelle femme, la nouvelle entreprise, la nouvelle vie. Manon avait une tasse de café offerte, mais dans 10 minutes, le vrombissement d'un moteur de 60 millions d'euros allait tout changer. Le rire allait s'éteindre dans sa gorge, et il apprendrait enfin qui elle était vraiment. Le salon d'un aéroport privé dans la région de la Loire vibrait d'une énergie feutrée et coûteuse. C'était un son auquel Manon ne s'était jamais habituée, le son de vie vécue à une autre altitude. L'odeur de café torréfié et d'acajou poli flottait dans l'air, un contraste saisissant avec le petit 2 pièces qu'elle appelait son chez-soi depuis 18 mois. Elle était assise dans un fauteuil en cuir moelleux, le dos raide, traçant le bord d'une tasse en porcelaine d'un doigt nerveux. Son cardigan couleur avoine lui semblait être un sac de jute dans une pièce drapée de cachemire et de costumes sur mesure. Aujourd'hui était le jour, l'aboutissement de 674 jours de travail acharné, silencieux et écrasant. Le jour où sa nouvelle vie commencerait ou se briserait complètement. Elle était nerveuse, si nerveuse que les petits fours offerts sur sa soucoupe restaient intacts. Son estomac était un nœud d'anxiété et une lueur de quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis longtemps, l'espoir. Elle attendait un vol, pas un vol commercial, pas même un siège en première classe. Elle attendait un jet privé, du moins c'est ce que disait l'email. L'idée même était si absurde qu'elle continuait de vérifier la confirmation imprimée dans son simple sac en toile, s'attendant à moitié à ce qu'un agent de sécurité lui tapote l'épaule et lui indique le terminal principal, là où était sa place. Son divorce d'avec Stéphane Dubois avait été une leçon magistrale d'humiliation publique. Il ne l'avait pas seulement quittée, il l'avait systématiquement effacée. Ils avaient été des amours de jeunesse, le couple classique. Lui, le charismatique étudiant en commerce, et elle, la brillante informaticienne introvertie. Ensemble, ils avaient fondé Helio AI, une entreprise entièrement bâtie sur son algorithme révolutionnaire d'apprentissage automatique. Manon avait été l'architecte, l'ingénieur, l'âme même de l'entreprise. Stéphane en avait été le visage. Il charmait les investisseurs, donnait des conférences TED sur son travail et faisait la couverture des magazines économiques. Puis Chloé Leclerc était arrivée. Chloé avait 10 ans de moins, une influenceuse des médias sociaux dont toute la contribution à la société semblait être de poster des photos de choses chères. Stéphane, en proie à une spectaculaire crise de la quarantaine, avait décidé que Chloé était l'amélioration qu'il méritait. Le divorce fut brutal. L'équipe juridique de Stéphane, financée par l'entreprise qu'elle avait construite, la dépeignit comme un rouage aigri, peu coopératif et remplaçable dans la machine. Ils prétendirent que son algorithme, bien qu'intelligent, n'était qu'une pièce du puzzle. La vraie valeur, affirmait-il, résidait dans la vision et la construction de la marque de Stéphane. À la fin, il garda l'entreprise, la villa en Provence, la collection d'art et le réseau. Manon se retrouva avec un modeste règlement en espèces et un unique brevet obscur qu'elle avait déposé sous son propre nom des années auparavant, une ramification expérimentale de son algorithme principal que les avocats de Stéphane avaient jugé académiquement intéressante mais commercialement sans valeur. Ils le lui avaient laissé par pitié, une miette tombée de la table. Elle avait dépensé le reste de son règlement pour survivre et avait investi le reste dans un serveur loué et des nuits interminables de codage. Ce brevet sans valeur, il s'est avéré qu'il n'était pas sans valeur du tout. C'était la clé. Pendant que Stéphane était occupé à mener Helio AI à sa perte avec des projets tapac sans grave-l'œil et sans orientation, Manon, dans son petit appartement, avait nourri ce seul brevet pour en faire quelque chose de révolutionnaire. Elle avait bâti une nouvelle entreprise sur les cendres, Phoenix System, un nom qu'elle avait choisi une nuit alimentée par le désespoir et le café noir. Depuis 6 mois, elle était en négociation top secrète avec Astronamic, un conglomérat technologique mondial dirigé par le discret et légendaire Jean Fournier. Ils n'avaient pas seulement été intéressés. Ils avaient été stupéfaits. Sa nouvelle plateforme pouvait résoudre un problème de logistique mondiale qui déconcertait l'industrie depuis une décennie. L'accord était ahurissant, une acquisition qui changerait sa vie et ferait d'elle l'une des figures les plus influentes de la tech. Aujourd'hui, Astronamic la faisait venir à leur siège à Genève pour signer les derniers papiers. Les tremblements dans son estomac étaient réels. C'était le moment. Elle vérifia sa simple montre Timex, un cadeau pratique de son défunt père, et but une petite gorgée d'eau tiède.
Elle devait juste attendre. Elle devait juste monter dans cet avion. Elle ferma les yeux une brève seconde, essayant de se recentrer, essayant de faire taire les fantômes de la voix de Stéphane dans sa tête. La voix qui lui murmurait encore qu'elle n'était rien sans lui. Et c'est naturellement à ce moment-là qu'elle entendit la sienne. Tiens, tiens, tiens. Regardez ce que le vent nous amène. Les yeux de Manon s'ouvrirent d'un coup. Son sang se glaça. Debout à moins de 3 mètres, flanqué de bagages Rimowa étincelants, se trouvait Stéphane Dubois. Il était exactement comme toujours, odieusement beau, portant un costume italien sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la caution de son appartement, et dégageant une aura de supériorité suffisante et imméritée. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son sourire une entaille prédatrice et éclatante, et accroché à son bras, ressemblant à un flamant rose de haute couture, se trouvait Chloé. Elle était drapée dans un survêtement Balenciaga rose, ses lèvres gonflées à des proportions comiques, et ses yeux, grands et vides, parcouraient la pièce avec un air d'ennui profond. Le premier réflexe de Manon fut de se recroqueviller, de disparaître dans le rembourrage beige du fauteuil. Elle sentit une bouffée de honte chaude lui monter au cou. De tous les endroits, de tous les moments. Stéphane s'approcha nonchalamment, Chloé le suivant comme un accessoire coûteux. Il s'arrêta juste devant son fauteuil, la forçant à lever les yeux vers lui. « Manon » dit-il, étirant le nom, sa voix dégoulinant d'un amusement condescendant. « Je dois dire que je suis choqué. C'est le salon sur invitation. Vous vous êtes perdu en allant à la cafétéria ?» Chloé laissa échapper un petit rire aigu. « Stéphane, chéri, ne sois pas méchant. Peut-être qu'elle fait le ménage ici maintenant. C'est un travail honnête. » Les mains de Manon se crispèrent sur ses genoux. Elle refusa de leur donner la satisfaction d'une réponse. Elle se contenta de le fixer, son expression neutre, bien qu'à l'intérieur son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Toujours silencieuse. Stéphane ricana, secouant la tête comme si elle était un cas désespéré. Toujours la petite souris silencieuse, n'est-ce pas? Regarde-toi, Manon. Les mêmes vêtements ternes. La vie ne te traite pas bien sans moi? Il se pencha, baissant la voix pour un murmure de conspirateur, bien qu'il soit encore assez fort pour que les gens à proximité entendent. Toujours dans ce triste petit appartement en Normandie, j'ai vu les photos. Très cosy. Il la provoquait. Il avait toujours été un tyran, quelqu'un qui ne pouvait se sentir grand qu'en faisant en sorte que les autres se sentent petits, et elle avait toujours été sa cible préférée. Nous, dit-il, se désignant théâtralement lui-même et Chloé, sommes en route pour Megève. Un petit merci de nos investisseurs. Elio est sur le point de boucler un énorme nouveau tour de financement. Nous allons devenir stratosphériques. Vous l'avez probablement lu. Manon ne l'avait pas lu. Les seules nouvelles qu'elle suivait étaient l'effondrement silencieux du cours de l'action d'Elio. Les archives publiques montraient que l'entreprise perdait de l'argent à flot, brûlant la bonne volonté qu'elle avait bâtie et échouant à innover. Stéphane était un vendeur, pas un bâtisseur, et il avait vendu une coquille vide. Elle savait par ses contacts qu'il cherchait désespérément des fonds, pas qu'il célébrait. Il mentait, comme toujours. Et vous? Insista-t-il, savourant sa performance. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous rencontrez un nouveau type? Vous en avez enfin trouvé un? Laissez-moi deviner. Est-il directeur commercial régional? Un dentiste? Il éclata de rire. Un son braillard qui fit lever les yeux à une femme en tailleur Chanel assise à proximité, visiblement agacée. Sérieusement, Manon, dit-il, la fausse pitié dans sa voix lui donnant la chair de poule. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez l'air complètement déplacé. Vous attendez un Uber? Ce n'est pas le bon bâtiment pour ça, ma chérie. Lui et Chloé rirent ensemble. C'était le son qui avait hanté ses cauchemars, le son de leur trahison partagée. Manon baissa les yeux sur ses mains, sur le vernis écaillé de son index droit, souvenir d'une séance de codage nocturne. Elle prit une profonde inspiration. Elle était allée trop loin pour le laisser la briser. Pas ici. Pas aujourd'hui. Elle leva les yeux, croisant son regard sans ciller. Sa voix, quand elle sortit, était calme mais claire comme du cristal. J'attends un vol, Stéphane. Les sourcils de Stéphane se haussèrent. Un vol sur quoi? Un avion à hélice pour Vesoul?
Vous ne pouvez même plus vous payer un billet en première classe sur Air France, encore moins un siège au départ d'ici. Stéphane, génie Chloé en tirant sur son bras. Arrête de lui parler. Tu vas mettre ces microbes de pauvresse sur ton costume. Allons prendre du champagne. Dans une minute, bébé, dit Stéphane en lui tapotant la main, ses yeux toujours rivés sur Manon. Il ne supportait pas qu'elle ne s'effondre pas. Je suis juste fasciné. C'est comme regarder un documentaire animalier. La femelle rejetée essayant de revenir au point d'eau. Manon se leva. Elle mesurait 1,65 m et Stéphane la dominait, mais en se levant, elle récupéra une petite partie de sa dignité. Elle ramassa son simple sac en toile, les jointures blanches. Tu devrais y aller, Stéphane. Ton champagne t'attend. Oh, si combative maintenant, ricana-t-il. Où était cette colonne vertébrale quand nous étions mariés? Oh, attends. Je me souviens. Tu n'en avais pas. Tu n'étais que la programmeuse dans la cave. J'ai construit cette entreprise, Manon. C'est moi qui l'ai construite. Et toi? Tu n'es qu'une note de bas de page. Une note de bas de page? Manon répéta les mots, qui avaient un goût de cendre. C'est exact. Et maintenant, si vous nous excusez, dit-il en reprenant le bras de Chloé. Nous devons nous préparer pour notre vol. Notre carrosse, une beauté, incitation latitude, tout neuf. Il commença à éloigner Chloé, mais s'arrêta, regardant par-dessus son épaule pour une dernière pique. C'est dommage, vraiment. Tu avais tellement de potentiel. Mais tu avais besoin de moi pour que ça compte. Et maintenant, regarde-toi. Il désigna à nouveau le salon luxueux. Une souris qui essaie de jouer avec les lions. C'est juste triste. Il se retourna et s'éloigna, son rire résonnant jusqu'à elle. Manon se laissa retomber dans le fauteuil, les jambes tremblantes. La cruauté était si familière, si précise. Il savait exactement où frapper. Pendant une seconde terrifiante, elle le crut. Elle se sentit petite. Elle se sentit sans valeur. Elle se sentit comme la note de bas de page qu'il avait décrétée. La douleur des mots de Stéphane la renvoya en arrière, dans le laboratoire d'informatique humide et éclairé au néon de l'école polytechnique, où ils s'étaient rencontrés. Elle était doctorante, plongée dans une thèse complexe sur les réseaux de neurones. Il était étudiant en commerce, se frayant un chemin sur le campus avec son charme et son sourire éblouissant. Il l'avait approchée, non pas avec la maladresse de ses pairs ingénieurs, mais avec un intérêt confiant et poli. « J'ai entendu dire que vous êtes celle qui peut vraiment faire fonctionner ce truc », avait-il dit, désignant son écran plein de codes. Il n'avait pas eu tort. Manon vivait dans un monde de logique pure, un monde où le code était de la poésie et les algorithmes un langage qu'elle parlait plus couramment que le français. Stéphane, elle l'apprit, vivait dans un monde de présentation, de réseautage et de récits. Il ne comprenait pas son travail, pas vraiment. Mais il en comprit immédiatement la valeur. On est une équipe, Manon, disait-il, à l'époque où ses yeux étaient encore sincères. Tu es le moteur. Je suis le volant. On ira loin. Et il allèrent loin. Elle abandonna son doctorat pour cofonder Helio AI. Ses parents s'étaient inquiétés, mais Stéphane avait été si persuasif. Ils se marièrent lors d'une simple cérémonie à la mairie. Les 2 premières années furent un tourbillon de nuits blanches, de pizzas bon marché et de l'ivresse de la création. Manon codait et Stéphane présentait. Son algorithme, capable de prédire le comportement des consommateurs avec une précision terrifiante, était leur poule aux œufs d'or. Ils obtinrent des financements, puis d'autres financements. Le changement chez Stéphane fut progressif, puis soudain. Le volant commença à se croire la voiture entière. Il se mit à parler de son travail comme de « notre travail », puis de « mon travail ». C'était lui qui était sur scène, lui qui donnait des interviews. Manon, qui détestait les projecteurs, se contentait de rester en arrière-plan, de construire, de résoudre. Elle était la directrice de la technologie, mais lors des réunions du conseil d'administration, Stéphane la coupait souvent. Manon entre dans les détails techniques, disait-il en riant. Laissez-moi vous donner la vue d'ensemble. Il la convainquit de mettre la plupart de leurs actifs communs en action Helio AI, le tout sous une holding complexe qu'il contrôlait. C'est plus malin pour les impôts, Manon, l'avait-il assuré. Elle, qui pouvait modéliser des données quantiques,
se retrouva déconcerté par le jargon juridique des entreprises et lui fit confiance. Ce fut une erreur dévastatrice. Le brevet qu'elle avait gardé était un coup de chance. C'était pour un projet parallèle, une idée qu'elle avait eue d'utiliser son IA pour la logistique prédictive au lieu du comportement humain. Elle l'avait déposé elle-même un week-end, payant les modestes frais avec sa carte de crédit personnel. Elle en avait parlé à Stéphane et il l'avait écarté. La logistique, c'est ennuyeux. Reste sur ce qui rapporte, Manon. Reste sur ce qu'on connaît. Puis vinrent les premiers signes de son infidélité. Les nuits tardives qu'il ne pouvait expliquer. L'odeur d'un parfum qui n'était pas le sien. La soudaine concentration obsessionnelle sur son apparence. Quand elle le confronta enfin, trouvant un reçu d'hôtel dans la poche de son costume, il n'eut même pas la décence d'avoir honte. « C'est arrivé, c'est tout, Manon », avait-il dit comme s'il parlait de la météo. « Chloé, elle comprend la pression sous laquelle je suis. Elle soutient ma vision. Et moi non ?» avait murmuré Manon, le sol se dérobant sous ses pieds. « C'est moi qui ai écrit la vision, Stéphane. »« Tu as écrit le code », avait-il répliqué sèchement, le masque du mari charmant tombant pour révéler l'homme froid et impitoyable en dessous. « Le code est remplaçable. »« Pas moi. »« Tu me freines, Manon. »« Tu es un poids. » Le divorce fut son dernier chef-d'œuvre brutal. Ses avocats, les meilleurs que l'argent puisse acheter, démantelèrent systématiquement ses contributions. Ils produisirent des emails où Stéphane dirigeait ses recherches. Ils n'avaient fait que transférer des articles. Ils soulignèrent son manque d'apparition publique comme preuve de son rôle mineur. Ils la dépeignirent comme une employée mécontente, pas une cofondatrice. Quant au brevet sans valeur, l'avocat de Stéphane avait littéralement ricané lors de la déposition. Madame est libre de garder son petit projet académique. Nous, en revanche, garderons l'entreprise multimilliardaire. Manon, le cœur brisé et financièrement saigné à blanc par ses propres avocats, n'avait plus la force de se battre. Elle signa les papiers. Elle sortit du tribunal, prit un taxi pour un minuscule appartement en sous-location, et pour la première fois de sa vie, elle ne se contenta pas de pleurer. Elle hurla. Elle cria dans un oreiller jusqu'à ce que sa gorge soit à vif, pleurant la perte de son mari, de son entreprise et du travail de sa vie. Il fallut une semaine entière avant qu'elle n'ouvre son ordinateur portable. Quand elle le fit, elle vit le fichier contenant le brevet. Ennuyeux, l'avait-il appelé. Elle l'ouvrit, ses yeux parcourant les preuves mathématiques complexes qu'elle avait écrites. Une colère lente et froide commença à consumer le chagrin. Il avait tort. Ce n'était pas ennuyeux. C'était brillant. Et Stéphane, dans son arrogance infinie, lui avait laissé la seule chose qui pouvait le détruire. Il avait pris le moteur, oui, mais elle avait gardé le plan d'un réacteur. Une nouvelle voix, nette et professionnelle, interrompit son souvenir. Madame est. Manon cligna des yeux, le passé douloureux s'estompant. L'hôtesse du salon, une jeune femme au sourire aimable, se tenait au-dessus d'elle. Je suis désolé de vous déranger, Madame est, mais j'ai une mise à jour concernant votre vol. L'estomac de Manon se serra. Un retard, une annulation. Ils avaient changé d'avis. Stéphane, qui tenait salon près de la machine à expresso, se tourna pour regarder, un sourire suffisant plaqué sur son visage. Il attendait l'humiliation finale, le moment où la souris serait priée de quitter le salon. Oui, dit Manon, sa voix à peine un murmure. Votre avion vient d'atterrir, dit l'hôtesse en consultant sa tablette. Il se dirige vers la rampe. L'équipage sera prêt à vous accueillir à bord dans environ 15 minutes. Puis-je vous offrir un café frais en attendant ? Manon la dévisagea. Il est là ? Oui, madame. Parfaitement à l'heure. L'hôtesse sourit et s'éloigna. Manon regarda à travers le salon. Le sourire suffisant de Stéphane avait vacillé. Il avait l'air confus. Elle pouvait voir les rouages tourner dans sa tête. Elle ne se fait pas expulser. Son vol est réel. Il échangea un regard perplexe avec Chloé, qui haussa simplement les épaules et prit un selfie. Manon se tourna pour regarder par l'immense baille vitrée qui donnait sur le tarmac. Et son cœur ne s'arrêta pas seulement. Il eut l'impression de redémarrer. Avant même que les mots de l'hôtesse ne soient pleinement enregistrés, Stéphane bougeait.
L'idée que Manon puisse avoir quelque chose qu'il n'avait pas approuvé ou dont il n'était pas au courant, était une offense à son ego. Il laissa Chloé près du bar à café et revint vers le fauteuil de Manon. Son sourire avait disparu, remplacé par un froncement de sourcils serré et inquisiteur. « Qu'est-ce que c'est, Manon? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vidé ton plan épargne pour un aller simple sur un charter, tu t'enfuis ?» Manon se détourna de la fenêtre. Le nœud de peur dans son estomac se desserrait, remplacé par un sentiment froid et dur d'inévitabilité. La fin de partie était là. « Je te l'ai dit, Stéphane, j'attends un vol. »« Oui, mais quel vol? Tu n'as pas ce genre d'argent. Je sais ce que tu as. Je sais ce que je t'ai laissé. Ce n'était pas assez pour t'offrir une carte de membre chez Carrefour, encore moins un jet privé. »« Stéphane, dit Manon, sa voix basse et stable. Cela ne te concerne pas. »« Tout ce que tu fais me concerne, rétorqua-t-il, sa voix montant. Tu utilises toujours mon nom. »« Oh, attends. Tu as repris. Malin. Je ne voudrais pas que tu salisses la marque du bois. »« Stéphane, chérie, appela Chloé, s'approchant en cliquetant dans ses bottes à talons aiguilles. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Nos pilotes sont là. Ils attendent. Elle brandit son téléphone, montrant un SMS. Le citation est prêt. Stéphane jeta un coup d'œil à sa montre, puis de nouveau à Manon. Il ne pouvait pas partir. Pas sans résoudre cette énigme, pas sans rétablir sa domination. Incitation latitude, dit-il à Manon, comme si elle devait être impressionnée. Le meilleur de sa catégorie. Je suis sûr que au ton au vol, il fit des guillemets avec ses doigts, sera très confortable. Il a des hélices? Il te donne un sachet de cacahuètes? Il rit. C'était le rire qu'elle détestait, le rire qu'il avait utilisé dans le bureau de l'avocat, le rire qu'il avait utilisé dans leur chambre quand il lui avait dit qu'elle était un poids. C'était fort, conçu pour attirer l'attention, pour faire d'elle le centre d'un spectacle humiliant, et ça fonctionnait. Les autres occupants du salon, qui les avaient poliment ignorés, regardaient maintenant. Ils voyaient un homme en costume Zegna et une jeune femme en Balenciaga se moquer d'une femme ordinaire dans un cardigan beige. L'histoire s'écrivait d'elle-même. Elle était la parente pauvre, l'ex-femme, le cas social. « Regarde là, Chloé, » dit Stéphane assez fort pour que toute la pièce entende. Elle rougit. Elle est gênée. Ce n'est pas grave, Manon. On est tous passés par là. Enfin, pas ici, il désigna le salon. Mais tu sais, quand on a des soucis d'argent. Je peux peut-être t'aider. Je pourrais t'offrir un travail. Elio se développe. On pourrait probablement utiliser une codeuse junior ou quelqu'un pour aller chercher le café. Tu as toujours été doué pour ça. La pièce était silencieuse, à l'exception du ricanement moqueur de Stéphane. Manon sentit les regards des autres passagers comme des coups physiques. Un homme en costume à rayures secoua la tête avec un air de pitié avant de se replonger dans son journal Les Échos. Le visage de Manon brûlait, mais pas de gêne. C'était d'une rage si pure et froide qu'elle aiguisa ses sens. Elle pouvait entendre le bourdonnement de la ventilation, le léger clic du téléphone de Chloé qui filmait la scène, et faiblement le sifflement lointain d'un moteur de jet qui se déplaçait. Elle se leva de nouveau, la colonne vertébrale droite comme une barre d'acier. « Tu as raison sur une chose, Stéphane, » dit-elle, sa voix tranchant le silence. Son sourire s'élargit. « Ah oui? Et c'est quoi? » « Je suis doué pour aller chercher le café. » Elle prit sa propre tasse intacte. « Mais je suis meilleur en mathématiques. » « Et toi? Tu as toujours été nul. » Le visage de Stéphane se crispa. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire que tu aurais dû lire les petits caractères. Tu aurais dû être attentif en cours. Tu as pris la maison, l'argent et l'entreprise. Tu as pris la coquille, Stéphane. Mais tu as oublié la seule chose qui faisait tout fonctionner. » Il la fixa, le rire mourant enfin dans sa gorge. Il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Son arrogance l'avait rendu aveugle. Il croyait sincèrement qu'il était le génie. « Tu es pathétique, » cracha-t-il finalement, revenant à ses vieilles insultes. Délirante. Tu es assise ici, probablement avec un billet familial d'un pilote avec qui tu sors, essayant de me faire la leçon sur mes affaires.
Tu es une blague, Manon. Tu étais une blague quand nous étions mariés, et tu es une plus grande blague maintenant. Stéphane, allons-y, génie Chloé, tirant sur sa manche. Tu fais une scène, et pas du genre amusant. Dans une seconde, siffla Théil. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Tu ne sauras jamais rien. Tu vas t'asseoir ici et attendre ton petit coucou. Et je serai à Megève en train de conclure un accord qui fera de moi un milliardaire. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ce moment où tu as eu la chance d'être gracieuse et où tu as choisi d'être. Ça. Il lui tourna le dos, un dernier acte de mépris. Lui et Chloé commencèrent à marcher vers les portes menant au tarmac, leurs bagages glissant silencieusement derrière eux. Manon resta là. Elle le regarda partir. Elle sentit les yeux du salon sur elle. Elle était à ce moment-là exactement ce qu'il l'avait appelé, la risée de tous. Elle ferma les yeux et compta jusqu'à 5, se concentrant sur le bruit du jet qui approchait. Il était plus proche maintenant, beaucoup plus proche. Le voyage du sol de son appartement à ce salon privé avait été une ascension brutale. Après le divorce, Manon n'avait pas seulement perdu son entreprise, elle avait perdu son identité. Pendant des semaines, elle n'avait fait que disséquer son brevet sans valeur. Le mépris de Stéphane à son égard avait été sa plus grande erreur. Il voyait la logistique, les camions, les navires, les entrepôts. Manon voyait un système dynamique complexe de données prédictives, un problème bien plus difficile et précieux que de prédire quelle marque de soda quelqu'un pourrait acheter. Elle avait bâti Phoenix System à partir de rien. Son bureau était un bureau d'occasion entassé dans un coin de son studio. Sa salle de conseil était un café avec Wi-Fi gratuit. Elle avait vécu de nouilles instantanées et du petit pécule du divorce qui diminuait. Chaque ligne de code était écrite avec une intensité désespérée et brûlante. Elle dormait par tranches de 3 heures, ses rêves remplis de chaînes de données et du visage rieur de Stéphane. Elle travailla pendant 1 an dans un isolement total. Personne ne savait ce qu'elle construisait. Elle avait appris sa leçon. Plus jamais elle ne partagerait son travail, son âme, avec quelqu'un qui le voyait comme une simple marchandise. Lorsque la plateforme fut stable, elle ne chercha pas de capital risque. Elle ne présenta pas son projet à de jeunes hommes suffisants en sweat à capuche. Elle utilisa ses derniers 1 000 € pour engager un avocat en brevet et sécuriser sa nouvelle propriété intellectuelle. Puis elle rédigea un unique email parfait. Il n'était pas envoyé à un capital risqueur. Il était envoyé à la boîte de réception cryptée personnelle de Jean Fournier, le PDG visionnaire et reclus d'Astronamique. Fournier était une légende, un homme qui avait bâti un empire mondial sur une technologie qui fonctionnait réellement, pas seulement sur du battage médiatique. Il était connu comme un opérateur impitoyable mais juste qui détestait le genre de vendeur visionnaire que Stéphane prétendait être. Manon ne s'attendait pas à une réponse. C'était un coup de poker. Une dernière fusée de détresse. La réponse arriva 6 heures plus tard. Mon bureau, Zurich, demain. Astronamique avait envoyé une voiture. Il l'avait fait voler, en classe économique premium, jusqu'en Suisse. Elle était entrée dans une salle de conseil qui surplombait les Alpes, les mains tremblantes, serrant son ordinateur portable. Jean Fournier n'était pas un jeune homme. Il avait la soixantaine avancée, avec des yeux vifs et intelligents qui semblaient voir à travers elle. Elle ne fit pas de discours commercial. Elle ouvrit simplement son ordinateur portable et lança la démonstration. Elle lui montra comment son IA, Phoenix, pouvait analyser les routes maritimes mondiales, les conditions météorologiques, les chaînes de fabrication et l'instabilité politique en temps réel, prédisant et réacheminant les chaînes d'approvisionnement avec une efficacité de 99,8%. C'était un programme qui pouvait faire économiser des milliards à une entreprise comme Astronamique. Fournier et son équipe d'ingénieurs regardèrent en silence pendant 2 heures. Ils lui posèrent des questions, non pas sur les marges bénéficiaires ou le marketing, mais sur son architecture, sa modélisation des données, ses algorithmes de dégradation prédictive. Ce fut la conversation la plus passionnante de sa vie. À la fin, Fournier avait refermé son ordinateur portable pour elle. « Madame, avait-il dit, sa voix rauque. Vous n'avez pas seulement construit un meilleur programme de logistique, vous avez résolu le problème du fret mondial. Que voulez-vous ? Je veux construire, avait-elle dit, sa voix tremblante mais ferme. Je veux voir cela fonctionner et je veux m'assurer qu'Helio AI ne bénéficiera jamais d'une seule ligne de mon code.
Fournier avait hoché la tête, un mince sourire jouant sur ses lèvres. Elio AI, l'entreprise de Dubois. Ne vous inquiétez pas pour eux. C'est un navire fantôme. Ils essaient de remporter notre principal contrat de logistique depuis 1 an, en nous proposant la technologie même que vous avez inventée. Ils ne savent tout simplement pas comment la faire fonctionner sans vous. Ils sont hors jeu. Les négociations avaient été rapides. Astronomic n'achèterait pas seulement son programme. Ils acquéraient Phoenix Systems. Ils feraient de Manon la directrice de leur nouvelle division de logistique mondiale. L'offre était stupéfiante. Ce n'était pas seulement de la richesse. C'était une richesse générationnelle. C'était le pouvoir de construire, de créer, d'être en sécurité pour le reste de sa vie. Et aujourd'hui, c'était la signature. Le vol pour Genève était l'étape finale. Les pensées de Manon revinrent brusquement au présent. Stéphane et Chloé étaient aux portes vitrées, discutant avec leur pilote. Leur carrosse, le Citation Latitude, était garé sur la rampe. C'était un bel avion, sans aucun doute, fonctionnel, mais il était garé à côté de l'avion qui venait d'arriver pour elle. Le regard de Manon dériva au-delà du Citation vers la machine qui venait de réduire le tarmac au silence. C'était magnifique. Ce n'était pas juste un avion. C'était une déclaration. Un Gulfstream G650, le jet d'affaires le plus grand, le plus rapide et avec la plus longue autonomie au monde. Sa carlingue était d'un blanc nacré et élégant. Ses 2 moteurs montaient à l'arrière comme les épaules d'une panthère. Le logo d'Astronomic, une simple étoile stylisée, était peint avec élégance sur l'empennage en T. Il donnait aux Citations l'air d'un jouet d'enfant. La porte principale du Gulfstream s'ouvrit dans un sifflement, et un escalier en aluminium poli se déplia, touchant le tarmac avec un bruit sourd et coûteux. 2 pilotes en uniforme sombre et impeccable émergèrent, suivis d'une hôtesse de l'air dans un tailleur gris chic. Stéphane et Chloé, debout près de leur propre avion, avaient cessé de parler. Ils regardaient ouvertement le G650. « Mon Dieu !» souffla Chloé, sa voix portant à travers la rampe silencieuse. « C'est pour qui ? C'est plus grand que celui des Kardashians. » Stéphane était silencieux, son visage un masque de confusion et d'envie. Il connaissait les avions. Il savait exactement ce que cet appareil représentait. C'était 60 millions d'euros de pouvoir d'aller n'importe où, n'importe quand. C'était le transport préféré des milliardaires et des chefs d'État. De retour dans le salon, l'hôtesse au visage aimable s'approcha de nouveau de Manon. « Madame, votre accompagnateur est là pour vous escorter. » Manon se tourna. Entrant par la réception se trouvait un homme qu'elle reconnut. Le chef de cabinet de Jean Fournier, un Allemand redoutable nommé M. Richter. Il était vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé, son expression polie mais intense. « Madame, dit-il en offrant une petite inclination correcte. « Un plaisir. M. Fournier vous présente ses excuses. Il a été retenu à Singapour. Il vous rejoindra directement à Genève. Nous sommes prêts si vous l'êtes. » « Merci, monsieur Richter. »« Je suis prête, » dit Manon. Elle ramassa son simple sac en toile. « M. Richter fit un geste vers les portes vitrées menant au tarmac. « Après vous. » Manon commença à marcher. Le salon entier la regardait. L'homme avec les échos avait complètement baissé son journal. Son chemin la mena directement devant le bar à expresso où Stéphane et Chloé se précipitaient maintenant à l'intérieur, leur visage un tableau d'incrédulité totale. Stéphane attrapa le bras de son pilote. « Y a-t-il une erreur ? Pour qui est cet avion ? » Le pilote haussa simplement les épaules. « Aucune erreur, monsieur Dubois. C'est le N400AD, le fleuron d'Astronomic. Il est là pour une certaine madame Manon. » La tête de Stéphane se tourna brusquement vers Manon. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le sang quitta son visage, le laissant d'un gris pâle et maladif. Chloé regarda de Stéphane à Manon et de nouveau à Stéphane. « Manon est ? Chérie, qu'est-ce qui se passe ? » Ce n'est pas possible. C'est une personne sans importance. Manon ne s'arrêta pas de marcher. Elle passa devant le bar à expresso, devant les réceptionnistes qui la fixaient, et vers la porte. M. Richter la lui tint ouverte.
En passant, elle n'était plus qu'à quelques mètres de Stéphane. Il tremblait, son assurance arrogante complètement brisée. Manon, balbutia-t-il, sa voix un murmure. Manon, qu'est-ce que c'est? C'est une blague? Avec qui es-tu? Que as-tu fait? Manon s'arrêta, la main sur la porte. Elle le regarda, non pas avec colère, non pas avec pitié. Elle le regarda avec le regard froid et détaché d'une scientifique observant une expérience ratée. Je te l'ai dit, Stéphane, tu as toujours été nul en maths. Tu pensais avoir toute l'équation. Quoi? De quoi tu parles? Murmura-t-il, désespéré. Tu as pris Elio. Tu as gardé la marque. Tu as gardé les bureaux. Mais l'algorithme qui le faisait fonctionner, mon algorithme, il avait un kill switch, Stéphane. Une porte dérobée que j'avais intégrée au cas où. Celle que toi et tes avocats hors de prix n'avaient jamais trouvée. Les yeux de Stéphane s'écarquillèrent d'horreur naissante. Quoi? Que as-tu fait? Je n'ai rien fait, dit Manon calmement. Le code a juste expiré. La logique de base était conçue pour se dégrader et devenir obsolète après 2 ans sans ma clé de maintenance. C'était, voyons voir. Elle tapota son menton avec un doigt. Il y a environ 6 mois, à peu près au moment où ton action a commencé à chuter. À peu près au moment où Astronomique a retiré son offre de contrat. Il n'aime pas investir dans des navires fantômes. Elle venait d'utiliser les propres mots de Fournier. La prise de conscience frappa Stéphane comme un coup physique. Ce n'était pas seulement qu'elle avait réussi. C'était quelle était la raison pour laquelle il échouait. Son entreprise n'était pas seulement en difficulté. C'était une coquille vide. Et elle détenait la clé. Il n'était pas en route pour Megève pour un nouveau tour de financement. Il était ici sur un citation affrété pour supplier un investisseur mineur d'un prêt relais juste pour payer les salaires. Et il allait se le voir refuser. Il était ruiné. Et c'était elle qui l'avait fait. Toi. Salope, souffla-t-il, sa voix épaisse d'une haine pure et impuissante. Chloé le regardait, bouche bée. Mais elle. Il. Manon ne daigna pas répondre à son insulte. Monsieur Richter, dit-elle. Je voudrais y aller maintenant. J'ai une signature à faire. Bien sûr, madame est. Par ici. M. Richter la guida hors de la porte. L'air vif de novembre lui frappa le visage. Il sentait le kérosène et la liberté. Manon posa le pied sur le tarmac. Le vrombissement de l'unité de puissance auxiliaire du G650 était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. C'était le son de son avenir. Elle traversa le tarmac, M. Richter à ses côtés. L'hôtesse de l'air attendait au bas de l'escalier, souriante. Bienvenue, madame est. Nous avons votre thé préféré, l'aiguille d'argent, et le briefing pour votre vol vers Genève. Merci, dit Manon, sa voix stable. Elle posa le pied sur la première marche. Derrière elle, elle entendit une agitation. Manon, attends. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Stéphane avait fait irruption par les portes du salon, courant sur le tarmac, ses chaussures à 2000 € glissant sur les lignes peintes. Chloé était juste derrière lui, hurlant son nom. Un agent de sécurité de l'aéroport se déplaçait déjà pour l'intercepter. « Manon, s'il te plaît !» cria-t-il, sa voix se brisant de désespoir. « On peut arranger ça. On peut redevenir partenaire. Je vais me débarrasser d'elle. On peut tout revoir comme avant. Nous. J'ai besoin de toi. » Les 3 derniers mots restèrent en suspens dans l'air, une confession pathétique et crue. Il avait besoin d'elle. Il en avait toujours eu besoin. Il ne l'avait simplement pas su jusqu'à cette seconde précise. Manon s'arrêta sur les marches. Elle se tourna, regardant l'homme qui avait brisé sa vie. Il était en piteux état. Ses cheveux parfaits étaient en désordre. Son visage était marbré et terrifié. L'agent de sécurité le tenait par le bras, mais il tendait toujours la main vers elle. Elle le regarda, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme qui l'avait traité de note de bas de page, et elle ne ressentit rien. Non, ce n'était pas vrai. Elle ressentit un sentiment profond,
et finale de libération. Le fantôme qui l'avait hanté avait enfin disparu. « Adieu, Stéphane, dit-elle. » Sa voix était calme, mais elle porta. C'était un jugement final. Elle lui tourna le dos pour la dernière fois. Elle monta les dernières marches et entra dans la cabine du Gulfstream. L'intérieur était une caverne de cuir crème, de bois sombre poli et d'éclairage indirect doux. C'était calme, paisible. L'hôtesse de l'air referma la lourde porte, et le loquet s'enclencha avec un bruit sourd, solide et satisfaisant. Le bruit du tarmac, et les cris désespérés de Stéphane, furent complètement coupés. Manon s'enfonça dans un siège qui ressemblait à un nuage. L'hôtesse lui tendit une serviette chaude. « Nous sommes autorisés à décoller, madame. Nous devrions être en l'air dans 5 minutes. » Manon hocha la tête, bouclant sa ceinture de sécurité. Elle regarda par le grand hublot ovale. Elle vit Stéphane, une petite silhouette vaincue, être raccompagné dans le salon par la sécurité. Elle vit Chloé, figée près du Citation, les mains sur la bouche. Puis les énormes moteurs Rolls-Royce du G650 s'emballèrent. Le jet commença à bouger, glissant doucement loin du terminal privé. Il se dirigea vers la piste, s'arrêta un instant, puis avec un rugissement puissant et à couper le souffle, il accéléra. Manon fut plaquée contre son siège alors que l'avion quittait le sol, grimpant à pic dans le ciel clair et lumineux. Elle regarda l'aéroport, puis la Normandie, puis tout le chapitre désordonné et douloureux de son passé rétrécir sous elle, disparaissant dans les nuages. Elle volait vers Genève. Elle volait vers son avenir, et elle était enfin libre. Le Gulfstream G650 ne grimpait pas tant qu'il ne s'élevait. C'était une poussée silencieuse et implacable contre la gravité. Une transition douce et sans vibration de la Terre à la stratosphère. Manon était doucement pressée contre le cuir moelleux de couleur crème, une sensation si différente du vol cahotant et secoué d'un avion de ligne commerciale. Sous elle, le patchwork de la Normandie se dissolvait en un flou, puis était obscurci par une couverture blanche immaculée de nuages. Le soleil, éclatant et non filtré à 12 500 mètres d'altitude, remplissait la cabine d'une lumière propre et aseptisée. Pendant les 10 premières minutes, elle ne bougea pas. Elle se contenta de regarder par le hublot, son rythme cardiaque revenant lentement à la normale. L'image du visage de Stéphane, pâle, terrifié et déformé par ses propres cris désespérés, était gravée dans sa mémoire. Elle s'était attendue à ressentir une vague de joie triomphale, un plaisir vertigineux et vindicatif. Au lieu de cela, elle ressentit le calme. C'était le silence profond et retentissant d'une lourde porte de fer se refermant sur une cellule de prison, une cellule dont elle n'avait même pas pleinement réalisé qu'elle y était enfermée. Madame. Manon se tourna. L'hôtesse de l'air, une femme posée avec un léger accent scandinave, lui souriait. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ? Nous avons un Dom Pérignon 2008 au frais, ou je peux vous préparer ce thé aiguille d'argent que vous avez demandé. » Manon baissa les yeux sur son cardigan beige, sur le simple sac en toile à ses pieds. « Le thé sera parfait. »« Merci, Kirsten, dit-elle en lisant le badge de l'hôtesse. Un instant plus tard, M. Richter émergea de la cabine avant, tenant un élégant classeur relié en cuir. Il prit le siège en face d'elle. Ce n'était pas un homme de conversation. « Un bon départ, déclara-t-il, posant le classeur sur la table polie entre eux. M. Fournier m'a demandé de vous briefer en route. Il a estimé qu'il était préférable que vous arriviez. Préparez. » Préparez à quoi exactement ? Demanda Manon, acceptant la délicate tasse de thé en porcelaine de Kirsten. À l'échelle de votre nouvelle opération, dit Richter. Il tapota le classeur. Ce n'est pas une simple acquisition, madame. C'est un réalignement d'entreprise. Astronamique n'achète pas seulement Phoenix System. Nous construisons toute notre division logistique mondiale autour de ce système, et autour de vous. Il ouvrit le classeur. La première page était un organigramme. En haut, dans une simple boîte en gras, se trouvait Jean Fournier. Juste en dessous, une nouvelle boîte correspondante, Astro Global Dynamics, AGD. Et à l'intérieur de cette boîte, un seul nom, Manon est, directrice. Manon sentit son souffle se couper. Ce n'était pas un poste de cadre intermédiaire. Ce n'était pas un rôle de chef d'équipe. L'organigramme montrait près de 400 employés sur 3 continents, à Hambourg,
Singapour et Los Angeles, qui, à partir de 9 heures demain, lui rendraient compte. C'est. Commença-t-elle, son esprit s'emballant, c'est beaucoup plus grand que ce que j'avais prévu. M. Fournier ne fait pas les choses à moitié, dit Richter, son visage impassible. Il n'achète pas votre travail passé. Il investit dans votre potentiel futur. Le package financier que vous avez accepté est, bien sûr, sécurisé. Mais ceci est le travail. Il tourna la page. C'était une proposition de budget. Les chiffres étaient si grands qu'ils ressemblaient à des fautes de frappe. L'allocation pour la RD seule était supérieure à la valorisation totale d'Helio AI à son apogée. Votre première directive, poursuivit Richter, est d'intégrer votre plateforme Phoenix dans notre infrastructure existante. M. Fournier a autorisé une refonte complète des serveurs. Vous aurez carte blanche. Vous choisirez le matériel, l'équipe et le calendrier. On attend de vous que le système soit pleinement opérationnel d'ici 6 mois. Le conseil d'administration suivra vos progrès. Manon se pencha en arrière, la chaleur de la tasse de thé s'infiltrant dans ses mains froides. La peur qui avait brièvement fait surface fut remplacée par un bourdonnement électrique familier. C'était la sensation qu'elle éprouvait face à une équation impossible, un problème complexe qui demandait à être résolu. Elle n'était pas intimidée. Elle avait faim. Le calendrier est trop long, dit-elle, sa voix nette et claire. Richter marqua une pause, haussant un sourcil. Je vous demande pardon ? 6 mois, c'est trop long. Le code est stable. La faiblesse n'est pas la plateforme, c'est l'intégration. Si j'ai le budget que vous avez listé ici et un accès administratif complet, je peux intégrer et faire fonctionner le système central en 90 jours. Nous pourrons commencer les tests bêta d'ici la nouvelle année. Je devrais choisir personnellement une Red Team de votre division de cybersécurité existante pour essayer de le casser. Richter la fixa un long moment. Le masque professionnel poli vacilla, remplacé par une lueur de respect sincère. Je vois, dit-il. M. Fournier avait raison à votre sujet. Et l'équipe, continua Manon, feuilletant les dossiers du personnel. Ces chefs de division à Hambourg et à Singapour, leur expérience en logistique est basée sur les anciens modèles. Ils résisteront. Je dois d'abord aller à Hambourg, puis à Singapour. Je dois être sur le terrain avec mes ingénieurs. Un appel vidéo ne suffira pas. M. Fournier l'avait également anticipé, dit Richter, un mince sourire effleurant ses lèvres. Le G650 est à votre disposition, directrice. Votre emploi du temps de voyage sera géré par mon bureau. Directrice. Le titre atterrit avec un poids physique solide. C'était réel. Le reste du vol de 7 heures passa dans un flou de travail concentré. Kirsten leur apporta un repas de coquilles Saint-Jacques poêlées et de risotto que Manon mangea tout en disséquant un schéma complexe de flux de données. Elle était, en l'espace d'un vol transatlantique, passée d'ex-femme à dirigeante. Quand elle ferma enfin le classeur, le soleil se couchait devant eux, peignant le ciel de traînées violentes de pourpre et d'orange. Elle avait complètement oublié Stéphane. Ils atterrirent à Genève juste après 22 heures, heure locale. La descente fut aussi douce que la montée. Alors que Manon regardait par le hublot, les lumières de la ville scintillaient autour de la forme sombre et placide du lac Léman. Il n'y avait pas de terminal. Le jet se gara dans un hangar privé et silencieux où une Mercedes Maybach classe S noire attendait, son moteur ronronnant. M. Fournier attend au siège, dit Richter, la faisant passer de l'escalier du jet directement à l'arrière de la berline. L'air était froid, vif et sentait le pain. Le trajet fut silencieux. Manon regarda défiler la ville ancienne et immaculée. Dans la poche du dossier du siège, une tablette affichait les nouvelles internationales. Un titre des Échos attira son attention, l'action Helio AI en chute libre alors que le PDG Dubois fait face à une crise de confiance. Elle tapa dessus. L'article était bref et brutal. La cotation de l'action avait été suspendue après avoir chuté de 68% en une seule journée. Des rumeurs d'une défaillance catastrophique des systèmes, couplées à la perte d'un contrat potentiel majeur, qui serait, selon les rumeurs, avec le conglomérat astronomique, ont anéanti la valeur de l'entreprise. Les analystes soulèvent des questions longtemps en sommeil sur la propriété intellectuelle de base de l'entreprise, que beaucoup pensent liée à la cofondatrice Manon Hay,
qui a quitté l'entreprise il y a des années. Le PDG Stéphane Dubois n'était pas disponible pour commenter. Manon éteignit la tablette. C'était fait. L'équation était équilibrée. Il n'y avait pas de joie, seulement une finalité calme et logique. Le siège d'Astronamique était une lame de verre sombre et d'acier qui s'élevait au bord du lac. C'était un bâtiment qui rayonnait de puissance. Ils furent escortés non pas dans une salle d'attente, mais directement au dernier étage. Le bureau était vaste, une étendue minimaliste de pierre et de verre surplombant toute la ville. Jean Fournier se leva de derrière un immense bureau vide. Il était, comme elle s'en souvenait, imposant. Il portait un simple col roulé noir et un pantalon gris, mais il commandait la pièce. « Madame est, dit-il, sa voix un graveleux. Bon vol ? Productif, dit Manon en lui serrant la main tendue. Sa poignée était ferme. Alors, Richter me dit que vous pensez pouvoir battre notre calendrier de 3 mois. Je sais que je peux, répondit-elle. Bien, dit Fournier. Il désigna le bureau. Un unique document épais et un stylo y étaient posés. Nos avocats sont présents, mais je les trouve fastidieux. Je vais résumer. Ce document vous donne le contrôle total de la division Astro Global Dynamics. Votre rémunération est telle que convenue. Votre budget est tel qu'indiqué. Votre autorité n'est seconde que de la mienne. Vous réussirez ou vous échouerez entièrement sur vos propres mérites. Je ne tolère pas les excuses et je ne récompense pas l'échec. Je récompense cependant les résultats. Sommes-nous d'accord ? C'était à des années-lumière de Stéphane avec son charme vide, son crédit volé, ses promesses de vision. C'était une méritocratie austère, froide et passionnante. Parfaitement d'accord, monsieur Fournier, dit Manon. Elle prit le stylo. Il était lourd, fait d'un métal noir et froid. Elle trouva la ligne de signature. Manon est. Elle signa son nom. Son écriture, autrefois petite et précise, semblait maintenant audacieuse, l'encre coulant épaisse et sombre sur le papier lourd. Excellent, dit Fournier. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête. L'affaire était conclue. Bienvenue chez Astronamique, directrice. Il actionna son interphone. Richter, conduisez la directrice à sa résidence. Faites venir notre tailleur là-bas demain matin et libérez mon agenda pour 9 heures. Je veux être à son premier briefing. Oui, monsieur, dit Richter. Il se tourna vers Manon. Par ici, directrice. Alors que Manon le suivait, elle s'arrêta à la porte, apercevant son reflet dans le verre sombre. Elle vit une femme dans un cardigan beige pratique et usé, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, le visage pâle de fatigue. Mais ses yeux étaient différents. Ils étaient vifs, concentrés et totalement dépourvus de peur. Fournier parla une dernière fois sans se retourner. Oh, et directrice. Oui, monsieur Fournier. Ce cardigan. Brûlez-le. Vous n'êtes pas une note de bas de page. Vous êtes celle qui écrit le livre. Manon hocha la tête, un petit sourire sec touchant ses lèvres pour la première fois. Considérez que c'est fait. Elle sortit du bureau, les lourdes portes se refermant derrière elle, non pas sur une nouvelle vie, mais sur une vie qu'elle avait enfin pleinement revendiquée. Le travail ne faisait que commencer. L'histoire de Manon ne concerne pas seulement le jet. Elle concerne le silence, le travail silencieux, la douleur silencieuse et la force silencieuse qui se construit lorsque personne ne regarde. Elle a prouvé que le succès n'est pas une question de bruit que l'on fait ou de crédit que l'on prend. C'est une question des fondations que l'on construit. Le monde et les gens qui le peuplent peuvent essayer de vous dire que vous n'êtes qu'une note de bas de page. Ils peuvent se moquer de vous depuis leurs propres petits avions. Mais l'avenir appartient à ceux qui, comme Manon, ont le courage de construire leurs propres ailes.